Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans les 2 premiers quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et on a eu 2 qualifications, c'est vrai, mais alors 2 philosophies, 2 scénarios complètement opposés. C'est exactement ça. D'un côté, on a la victoire pragmatique, à l'usure, et de l'autre, la victoire par la force, impressionnante, mais qui laisse un goût un peu amer. 2 chemins vers les demi, et déjà 2 grosses polémiques. Tout à fait. Et pour décortiquer ça, on s'appuie comme d'habitude sur nos sources. Des analyses tactiques assez poussées, les retranscriptions des conférences de presse. Ça, c'est une mine d'or pour comprendre l'état d'esprit. Ah oui, et puis bien sûr des articles de presse, notamment français, qui, eux, n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat sur les controverses. L'idée, c'est de comprendre comment ces matchs ont été gagnés, mais aussi ce que ça raconte. Parfait. Alors on commence par le premier chemin, celui du pragmatisme. On est à Tanger, le derby ouest-africain, Sénégal contre le Mali. Un contexte fascinant. Le Sénégal arrive favori, en pleine confiance, et le Mali, c'est ça qui est fou, n'avait pas encore gagné un seul match dans le temps réglementaire. C'est incroyable à ce stade. Ils étaient là grâce à leur solidité, une séance de tir au but. Et puis, c'était la 40e confrontation, donc il y a un vrai poids de l'histoire. Tactiquement, ça s'annonçait comme une partie d'échecs, non? Et on l'a eu. Les deux coachs ont mis en place un système en miroir, un 4-3-3. Le Sénégal a tout de suite confisqué le ballon. On parle de plus de 65% de possession. Oui, c'était une volonté de les étouffer, de les faire courir. Le retour du capitaine Koulibaly en défense, ça a aussi beaucoup joué sur la sérénité. Et en face, le plan malien était clair. Très clair. Un bloc bas, compact, et surtout cadenasser les couloirs pour bloquer les flèches sénégalaises. Et ce plan, il tient plutôt bien. Le match est fermé. Et puis arrive la 27e minute, le moment de bascule. Le moment qui défie toute logique. Un centre de Crépin Diatta, un centre qui semble presque anodin. Vraiment, il ne paie pas de mine. Et là, le gardien malien Djigui Diarra, qui avait été le héros absolu du tour précédent, Le héros, il commet une erreur monumentale. C'est terrible pour lui. Il tente de capter ce ballon un peu flottant et inexplicablement, il le relâche et Iliman Ndiaye, qui traînait par là... Il a bien senti le coup. Ah oui, il était à l'affût. Il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. C'est un cadeau, un vrai cadeau. C'est le genre d'erreur qui peut te hanter, surtout dans un match aussi important. Surtout quand ton équipe tenait le choc. Parfaitement. Mais ce qui est fou, et ça montre la force mentale du joueur, c'est ce qui se passe après. C'est ça qui est incroyable. Malgré cette boulette, qui coûte le but, nos sources sont formelles, il réalise 8 arrêts décisifs derrière. 8 ? Il a, à lui tout seul, empêché le Sénégal de plier le match. C'est un paradoxe dingue. C'est toute la dualité du poste de gardien, quoi. Une seconde d'inattention était le coupable. Mais sa capacité à se remobiliser immédiatement, c'est exceptionnel. Ça montre que c'était un accident. Un accident, oui. Mais dans un match à élimination directe, un accident, ça ne pardonne pas. Le mal était fait. Le mal était fait, et le sort va même s'acharner sur le Mali. Pour toi, c'est cette erreur le tournant majeur, ou ce qui arrive juste avant la mi-temps? C'est une très bonne question, parce que le but, il met le Sénégal devant. Mais le deuxième tournant, l'expulsion du capitaine Yves Bissouma. Ah oui, Ça change l'ADN même du match. Il prend un second carton jaune. pour un tacle en retard, indiscutable d'ailleurs. Oui, indiscutable. Et là, le Mali se retrouve à 10 pour toute la deuxième mi-temps. Leur plan de jeu initial, il n'existe plus. Et là, on assiste à un phénomène tactique intéressant. On se dit, le Sénégal est en supériorité numérique, ils vont dérouler. Logiquement, oui. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. C'est le piège classique. L'équipe à 10 n'a plus besoin de se découvrir. Elle se replie, elle forme un mur, un bloc ultra dense, et tout l'espace dont tu profitais avant, il disparaît. Le match devient un siège. Exactement. Et le Sénégal a eu un mal fou à trouver la faille. D'ailleurs, le coach, Pape Thiaw, l'a reconnu après le match. Il a dit que, paradoxalement, ça avait compliqué leur tâche. C'est ça qui est passionnant, les conférences de presse d'après-match. On avait vraiment l'impression d'entendre 2 discours opposés. Côté malien, Tom Senfié. Il a qualifié ses joueurs de héros. Oui, et il a passé pas mal de temps à faire de la diplomatie. Oui, il y avait une petite polémique sur des propos d'avant-match. Il a tenu à clarifier. Je n'ai jamais dit que le Mali était plus fort que le Sénégal. Il expliquait qu'il parlait des adversaires en poule. Une manière de calmer le jeu? Voilà. Et il a été très classe en admettant que le carton rouge était une décision correcte. Il n'a cherché aucune excuse. Et à l'opposé, on a Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais. Ah, lui, c'est le pragmatisme à l'état pur. Satisfait de la qualif, bien sûr, mais pas du tout de la manière. Il a eu cette phrase « Si on était plus lucide, on aurait pu mettre 2 ou 3-0 ».
Mais il enchaîne tout de suite avec le plus important. Je signe tout de suite pour gagner tous les matchs qui restent 1-0 si ça nous donne le trophée. Et voilà, c'est la mentalité d'un champion. L'esthétique, c'est un luxe. Ce qui compte, c'est d'être solide et de ne pas prendre de but. Ils n'ont pas brillé, mais ils n'ont jamais vraiment tremblé non plus. C'est une victoire à l'expérience. Typique d'une équipe qui sait comment naviguer dans ces eaux-là. Bon, donc on a un Sénégal qui s'en sort sans impressionner, une victoire presque administrative, et pendant ce temps à Rabat. L'ambiance était à des années-lumière. 64 000 personnes, victoire 2-0. Et là, sur le terrain, il n'y a pas eu photo. C'était une démonstration. Le Maroc a imposé un pressing d'une intensité folle. Ils les ont asphyxiés. Littéralement. Le milieu camerounais n'a jamais pu respirer. Et le chiffre qui résume tout, il est brutal. Le Cameroun a fini le match avec 0 tir cadré. 0. C'est terrible à ce niveau. Ça veut dire que tu n'as jamais été en position de marquer. C'est une impuissance totale. Alors, la question c'est, est-ce que le Cameroun a été si faible ou est-ce que le Maroc était juste injouable? Un peu des deux. Mais surtout, le Maroc a été tactiquement parfait. Les buts sont venus logiquement. D'abord Brahim Diaz, encore lui, à la 26e. Son 5e but du tournoi. L'homme en forme. Puis Ismaël Saïbari, l'homme du match, qui double la mise à la 74e. Et ce qui est malin dans la stratégie de Regragui, c'est qu'après avoir mené, ils ont volontairement laissé le ballon. Oui, le Cameroun finit avec 59% possession. Une possession totalement stérile, le Maroc reculé pour mieux piquer en contre. Un plan exécuté à la perfection. D'accord, maîtrise totale sur le terrain, mais toute cette performance a été complètement éclipsée par la controverse arbitrale. Et c'est là que le match bascule dans une autre dimension. Ça a commencé avant même le coup d'envoi. Exactement. L'arbitre prévu était un Égyptien, Amin Omar, et à la dernière minute, il est remplacé par un Mauritanien. Pourquoi? Parce que la fédération marocaine a protesté contre sa désignation. Et contre celle d'un arbitre algérien à la VAR, c'est ça? C'est ça. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que la fédération camerounaise dit avoir appris ce changement via les réseaux sociaux. Non? Si, pas par un canal officiel de la CAF. Ça installe d'entrée un climat de suspicion extrême. Une gestion de la communication lunaire. Et cette tension, évidemment, elle s'est reportée sur le terrain. Avec le point de rupture à la 70e minute. Le score est encore de 1-0. L'attaquant camerounais Brian Bemomo est touché dans la surface. Et il n'y a rien. L'arbitre ne siffle pas, et surtout la VAR n'intervient même pas pour lui dire d'aller voir. C'est ça qui a provoqué la fureur camerounaise. On a tous vu les images de Samuel Eto'o, le président de la Fédé, hors de lui en tribune. Il était furieux, ces images sont devenues virales. Et cet incident, plus le changement d'arbitre, ça a immédiatement nourri le récit d'un arbitrage maison. Ah bah oui, les médias, surtout en France, s'en sont emparés. On a entendu parler de service commandé, de parodie de football. Il y a même cette citation très forte du journaliste Grégory Schneider que nos sources rapportent. Ce qui serait bien, c'est qu'on gagne un peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directement. C'est d'une violence. C'est rare. Oui, ça jette un discrédit terrible sur la compétition. Du coup, Walid Regragui a dû monter au front en conférence de presse. Et sa défense a été ferme. Très ferme. Il a balayé toutes les accusations en rappelant que son équipe aussi a subi des décisions défavorables par le passé. Sa ligne, c'est « on gagne sur le terrain ». Il a dit « Les statistiques le montrent. Le seul avantage qu'on a, c'est de jouer devant 67 000 personnes. Mais est-ce que c'est un argument recevable ? Un pénalty non sifflé à 1-0, ça ne se voit pas dans les stats, mais ça peut changer toute la psychologie du match. Tu mets le doigt sur le problème. L'argument de Regragui est factuel. Le Maroc a dominé. Mais il ne peut pas effacer la perception d'une injustice. Le doute est là, maintenant. Et cette victoire, même méritée sur le plan du jeu, portera toujours cette tâche. C'est ça. C'est une défense nécessaire de sa part, mais elle aura du mal à éteindre l'incendie. Faisons la synthèse. On a nos deux premiers demi-finalistes, Sénégal et Maroc. Et comme on le disait au début, ils sont arrivés là par des chemins qui n'ont rien à voir. Rien à voir. D'un côté, le Sénégal, c'est la force tranquille. Une machine pragmatique, solide, qui avance sans faire de vagues. Ils savent gagner moche, et c'est souvent comme ça qu'on va au bout. Et de l'autre ? De l'autre, le Maroc. C'est la force brute. Portée par une ferveur incroyable, par des talents exceptionnels. C'est une équipe qui impressionne, qui dégage une puissance collective. Mais sa qualification est abîmée par la controverse. inévitablement. Un mot sur les perdants. Le Mali peut avoir des énormes regrets. D'immenses regrets. Ils sortent la tête haute, mais ils peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Leur tournoi est plombé par l'indiscipline. 3 cartons rouges au total. C'est beaucoup trop. C'est un problème qui leur coûte cher. Pour le Cameroun, c'est un peu différent.
C'est une équipe jeune, en reconstruction. Le bilan sportif est presque secondaire, en fait. Ce qui domine, c'est le sentiment d'injustice. Oui, l'impression d'avoir été floué. C'est très dur à digérer. En conclusion, cette première journée d'écart nous a tout offert. Des moments de bascule qui tiennent à un fil, une erreur de main, un tacle en retard. Et une controverse qui va planer sur la suite. On voit bien comment la pression de ces matchs exacerbe tout. Chaque détail. Une erreur individuelle devient impardonnable. Une décision arbitrale devient un scandale. L'avantage de jouer à domicile devient une suspicion. Tout est amplifié. Ça promet des demi-finales explosives. Sur le terrain comme en dehors. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui englobe un peu tout ça. Dans un tournoi de cette ampleur, organisé par une grande nation du foot comme le Maroc, dans quelle mesure est-ce que le récit d'une victoire inévitable du pays hôte, Qu'il soit réel ou juste perçu, cette CAN, c'est ça. Bonjour à tous. En quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, il y a bien sûr le résultat, mais il y a surtout l'histoire qui s'écrit. Et ce jour-là, on a eu droit à 2 histoires, 2 matchs qui ont envoyé 2 équipes en demi-finale, mais de manière radicalement différente. D'un côté, une victoire arrachée dans la sueur, le combat et le respect. Et de l'autre, une véritable démonstration de force, mais entachée par la polémique. Allez, on décortique ça ensemble. Voilà de quoi on va parler. D'abord, on va poser le décor de ces quarts de finale, histoire de bien comprendre l'enjeu. Ensuite, on va revivre la victoire à l'arraché du Sénégal, une victoire marquée par un geste de fair-play assez exceptionnel. Puis, on analysera la masterclass du Maroc et, surtout, la controverse qui a suivi. Et enfin, on mettra tout ça en perspective. 2 chemins bien différents vers un seul et même objectif. Alors, on est le 9 janvier 2026, et au programme, 2 affiches de rêve pour ces quarts de finale. D'un côté, un derby ouest-africain qui s'annonce explosif, le Sénégal contre le Mali, et de l'autre, le pays hôte, le Maroc, qui défie le Cameroun. L'enjeu, eh bien, il est immense, une place dans le dernier carré de la plus grande compétition africaine. Rien que ça. Allez, on commence par ce derby à Tanger, un match qu'on attendait tendu et croyez-moi, il a tenu toutes ses promesses. Le Sénégal vraiment dû s'employer, batailler ferme pour se défaire d'une équipe malienne très très solide. Le score final 1-0, on pourrait se dire bon, ok, mais attention, ça ne raconte absolument pas toute l'intensité du combat. Alors, comment ce match a-t-il basculé ? Eh bien, tout s'est joué en première mi-temps. C'est presque une pièce en 3 actes. D'abord, l'erreur, à la 27e minute. Le gardien malien fait une faute de main, une chose qui n'arrive presque jamais. Ensuite, le but. Iliman Ndiaye, en renard des surfaces, ne laisse pas passer l'occasion. Et enfin, le coup de massue. Juste avant la pause, le capitaine du Mali est expulsé, et là, c'est clair, à 10 contre 11, la mission devenait quasi impossible. Et les chiffres, ils ne mentent pas, le score de 1-0 est vraiment trompeur. Les stats racontent une toute autre histoire, celle d'une domination sénégalaise quasi totale. 65% de possession, presque 20 tirs, le Mali a littéralement suffoqué. Le seul petit regret pour le Sénégal, si on veut chipoter, ne pas avoir réussi à tuer le match plus tôt. Mais le plus fou dans cette histoire, ce n'est peut-être même pas ce qui s'est passé sur le terrain. Non, ça s'est passé après le coup de sifflet final. En conférence de presse, l'entraîneur du Mali, Thomsen Fiet, va livrer un discours juste mémorable. Une vraie leçon de sportivité, quelque chose de devenu tellement rare à ce niveau. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut un peu de contexte. La veille du match, le coach malien avait sorti une petite phrase. Une phrase qui a été, disons, très mal interprétée. Il avait dit que le Mali avait affronté des équipes plus fortes en poule, et ça avait mis le feu aux poudres dans la presse. Et là, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, il fait tout le contraire. Il prend le micro et il met les choses au clair. Tout de suite, il explique qu'il ne voulait absolument pas dénigrer le Sénégal, mais juste parler du calibre des adversaires déjà rencontrés. Voilà, direct, il désamorce la bombe médiatique. Mais attendez, le plus incroyable, c'est ça. Imaginez la scène. Son équipe vient d'être éliminée, à chaud, et qu'est-ce qu'il fait ? Non seulement il dit que le carton rouge contre son capitaine était justifié, mais en plus, il dit qu'il est allé le dire à l'arbitre lui-même. C'est tout simplement du jamais vu. Un immense geste de fair play. Il termine en beauté. Oui, la défaite fait mal, c'est sûr. Mais il le dit, ses joueurs sont ses héros. Il met en avant leur combativité, même à 10. Franchement, un discours plein de classe qui a marqué les esprits, bien au-delà du simple résultat du match. Bon, on quitte cette belle histoire de fair play pour aller à Rabat, pour l'autre quart de finale. Et là, changement total d'ambiance. On a plus de 64 000 supporters en folie, et le Maroc, le pays organisateur, qui va complètement dérouler. Une prestation très très solide pour une victoire 2-0 contre le Cameroun. Sur le terrain, pour le coup, il n'y a pas eu photo. Le chiffre qui tue, il est là, sous nos yeux. Tir cadré. Le Cameroun a eu le ballon, oui, mais pour n'en rien faire. 0. Pas un seul tir cadré en 90 minutes. C'est fou, non ? Ça montre à quel point la défense marocaine a été un véritable mur. Et devant,
Ça a été d'une efficacité redoutable, avec des buts de leurs stars, Brahim Diaz et Ismaël Saïbar. Donc voilà, on pourrait se dire affaire classée, belle victoire, nette, sans bavure, bravo le Maroc. Sauf que non. Parce que l'histoire, la vraie, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, elle ne s'est pas jouée que sur le gazon. Elle était bien plus complexe. La question, elle mérite vraiment d'être posée. Cette victoire, était-elle si nette que ça? Parce que oui, le score est sans appel, c'est un fait. Mais il y a eu des moments dans ce match, plusieurs faits de jeu, qui ont fait grincer beaucoup de dents, que ce soit dans le camp camerounais ou chez les observateurs neutres. Il y a principalement 3 choses qui ont cristallisé les tensions. Premièrement, ce changement d'arbitre à la dernière minute. Ça s'est fait après une réclamation du Maroc. Forcément, ça installe un climat de suspicion. Deuxièmement, et c'est le point chaud, à 1-0, ce contact très litigieux sur Mbeumo dans la surface. L'arbitre ne siffle rien, la VAR aux abonnés absents. Et quand on voit la colère de Samuel Eto'o dans les tribunes, on comprend que quelque chose cloche. Et cette frustration, elle n'est pas du tout restée dans le stade. Le journaliste de l'équipe, Grégory Schneider par exemple, n'y est pas allé par 4 chemins. Il a parlé de Disney, de parodie, de service commandé, des mots qui pèsent lourd, très lourd, et qui accusent ouvertement un arbitrage favorable au pays hôte. Évidemment, côté marocain, le son de cloche est radicalement différent. Walid Regragui, le coach, a été très ferme. Pour lui, toutes ces polémiques ne visent qu'à dévaloriser la performance de son équipe. Il a martelé « On a gagné sur le terrain, point. Les statistiques le prouvent. Le seul avantage qu'on a, c'est notre public incroyable. » Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient? On a 2 qualifiés, le Sénégal et le Maroc. Le même objectif est atteint, une place dans le dernier carré. Mais alors, les chemins pour y arriver n'auraient vraiment pas pu être plus différents l'un de l'autre. D'un côté, le Sénégal, une victoire obtenue à l'arraché, dans la sueur, mais qui se termine sur une note de classe et de sportivité incroyable. De l'autre côté, le Maroc, une victoire maîtrisée, dominante, mais dont le récit est complètement parasité par la controverse arbitrale. En résumé, on a une victoire qui est saluée contre une victoire qui est questionnée. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, finalement. Dans la quête de la gloire, où est la frontière entre ce qui se passe sur le terrain et tout le reste, les coulisses? Ces 2 matchs sont la preuve parfaite que le football, ce n'est jamais juste un score. C'est un mélange de performance, de drame humain, de pression, de perception, une histoire bien plus complexe qui continue de s'écrire, bien après le coup de sifflet final.